Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le bilan de la réunion de suivi de l'appel de Tanger organisé à Marrakech. Un livre blanc a été adopté à l'unanimité. Un projet approuvé en vue d'aboutir à l'exclusion de la République arabe sahraouie démocratique et de l'Union africaine. La création au Cameroun d'un ordre national des experts en gestion des projets. Une instance créée en réponse au retard constaté dans l'exécution de projets d'infrastructures publiques et qui vise par ailleurs à renforcer le développement économique du pays. Et puis focus sur les équipes qualifiées pour les demi-finales du CHAN en Algérie. Le pays hôte a décroché son billet après un match laborieux face à la Côte d'Ivoire. Les Fennecs disputeront leur prochaine rencontre le 31 janvier face au Niger. Mais tout d'abord, ce 29 janvier était un jour de vote en Tunisie. Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche dans le cadre du second tour des élections législatives. Quelques 8 millions de Tunisiens étaient invités à élire un nouveau parlement constitué de 161 sièges contre 217 auparavant. Un second tour qui, comme le premier, ne semble pas avoir suscité l'engouement de la population. Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouasker, a en effet évoqué un taux de participation de 4,71% durant les premières heures du scrutin, un pourcentage qualifié de positif et respectable par la même source. Dans les détails, les électeurs qui ont le plus afflué dans les bureaux de vote ont en moyenne plus de 60 ans. En revanche, l'ISI note une faible participation de la jeunesse. Rappelons que le premier tour des législatives, boudé par une grande partie de la classe politique, s'est soldé par un taux de participation de 11,22%. Au Maroc, la ville de Marrakech a abrité ce 28 janvier la réunion de suivi de l'appel de Tanger, un appel signé en novembre 2022 en présence d'anciens premiers ministres et ex-ministres des Affaires étrangères du continent. Bilan de cette réunion de suivi, les participants ont adopté à l'unanimité un projet de livre blanc, un projet qui s'inscrit dans une démarche pour l'exclusion de la République arabe sahraouie démocratique et de l'Union africaine. Reportage de nos envoyés spéciaux Marcel Amouin-Kouassi, cher Omar Kamara, commenté par Philomentine. Porté par plus de 30 États du continent à travers de hautes personnalités, un livre blanc intitulé « L'Union africaine et la question du Sahara marocain » met la première institution devant le choix d'un acte de référence, l'expulsion de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine, sur la base d'un argumentaire factuel et historique matérialisant la vision d'une Afrique unie et un panafricanisme renouvelé. Les pays d'Afrique australe, de l'Est comme de l'océan Indien, à l'instar du Lesotho, du Malawi, du Kenya, de la Somalie, ont intégré cette vision. Mon appréciation de la première réunion de suivi de l'appel de Tanger qui a eu lieu ici, c'est que cette rencontre s'est très bien déroulée. Les arguments défendus par le groupe de contact sont des arguments historiques, juridiques, logiques, est très convaincant dans le cas du Sahara occidental et pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc. L'objet de cette première réunion du groupe de contact de Tanger est d'adopter le projet de livre blanc. Maintenant, ce n'est plus un projet, le livre est devenu un acquis. À partir duquel nous allons développer un plaidoyer auprès des décideurs politiques africains pour démontrer à partir de faits historiques et juridiques clairs et précis et vérifiables, n'est-ce pas, le caractère incongru de l'existence de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'Union africaine et demander son exclusion par les chefs d'État de cette organisation. Ce processus marque-t-il le début de la fin de la relation entre la RASD et l'Union africaine? Telle est la détermination des signataires de l'appel de Tanger qui ont réalisé le livre blanc, réaffirmant leur engagement à travailler ensemble et à se coordonner en faveur du retrait de la RASD de l'Union africaine. L'ensemble des travaux sera présenté aux chefs d'État du continent lors de la 36e Assemblée de l'Union africaine du 15 au 19 février à Addis Abeba. La race est aujourd'hui un facteur de division de l'Union africaine et non un facteur d'unité.
Elle a été admise par un coup de force en 1982 par feu Edem Kodjo, qui fut à l'époque secrétaire général de l'OUA, une admission qui violait complètement la charte de l'Union africaine. Et avec le retour du Maroc depuis 2010, en janvier 2017, nous avons pensé que le moment était venu de poser la question de la présence de la race au sein de l'Union africaine. Une immense détermination de la part de celles et ceux qui y ont pris part. Une détermination parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il est temps de régler le problème du Sahara. La RASD a été admise à l'OUA, devenue Union africaine depuis 1982, ce qui a provoqué le départ du Maroc de l'organisation en 1984. Depuis la réintégration du Maroc le 30 juin 2017, de nombreux pays ont retiré la reconnaissance diplomatique à la RASD et reconnu l'unicité et l'intégrité du territoire du Maroc. Désormais, les chefs d'État africains doivent consolider et matérialiser l'expulsion de la RASD de l'Union africaine afin de conforter le processus politique de pacification et de développement de cette zone au profit d'une Afrique unie. Dans l'actualité également, la visite d'Anthony Blinken en Égypte. Dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain est arrivé au Caire ce dimanche 29 juin. Au programme de son séjour, un entretien avec le président Abdel Fattah al-Sisi ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Son déplacement intervient à l'heure où les tensions sont vives dans la région. 2 attaques successives ont été menées en Israël, à Jérusalem-Est. La première, survenue le vendredi 28 janvier, a été perpétrée près d'une synagogue. La seconde s'est produite le lendemain dans la même ville, sur le site archéologique de la cité de David. Un regain de violence qui devrait être au cœur des discussions entre Anthony Blinken et le chef d'État égyptien, dans la mesure où l'Égypte a le statut d'intermédiaire entre Israël et la Palestine. L'actualité nous emmène également en Côte d'Ivoire, où le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afine-Guesson, a mis fin aux spéculations. Lors d'une cérémonie de présentation de vœux pour l'année 2023 organisée ce samedi, l'ancien Premier ministre a annoncé qu'une alliance entre son parti et le RHDP allait être conclue très prochainement. Une alliance en vue de dépasser les antagonismes du passé, selon ses termes. L'enjeu pour le FPI, les futures échéances électorales. Cette année, la Côte d'Ivoire organisera ses élections municipales et régionales. 2025 sera ensuite l'année de l'élection présidentielle. À l'approche de ces scrutins, Pascal Afine-Guesson entend conclure avec le parti au pouvoir des accords électoraux. Créer un ordre national des experts en gestion des projets pour optimiser le développement économique. C'est la stratégie adoptée par le Cameroun, où des experts en management de projets se sont réunis le 28 janvier pour plancher sur le sujet. Avec la création de cette instance, les autorités entendent pallier le retard relatif à l'exécution de projets d'infrastructures publiques. Corinne Oné. À l'instar de la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé entamée depuis 7 ans, ou encore l'opérationnalisation d'une usine d'assemblage des tracteurs dans la région du Sud, de nombreux projets initiés au Cameroun sont confrontés au phénomène du dépassement des délais et des coûts dans la phase de construction. Des données publiées en 2021 par le ministère camerounais de l'économie chargé des investissements publics révélaient que 137 projets sur 174 en cours d'exécution accusaient un retard par rapport au chronogramme, soit un taux de non-exécution de 90%. Une problématique de développement majeure que les experts en gestion de projet entendent résoudre avec la création d'un ordre national. Les travaux y relatifs se sont tenus à Yaoundé le 28 janvier 2023, animés par l'Institut de management de projet du Cameroun. Il faut d'abord dire que c'est une initiative du gouvernement du Cameroun, inscrite dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. À l'issue de cette rencontre, nous allons élaborer un rapport avec des recommandations, des propositions que nous allons adresser au gouvernement du Cameroun. Nous allons continuer avec d'autres activités en ligne, en présentiel, pour mûrir la réflexion et voir comment accompagner du mieux possible le gouvernement dans les étapes
préalable à la mise en œuvre, à la mise en place de l'ordre des experts management de projet et bien entendu se mobiliser. Placé sous la tutelle du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, MINEPAT, l'ordre national des experts en management des projets entend se positionner comme un cadre d'encadrement des organisations et des particuliers, mais surtout comme une force de proposition auprès de l'État du Cameroun, alors que ce pays, en quête de son émergence, s'est lancé dans une dynamique de transformation industrielle. On se dit qu'un ordre professionnel dans le management des projets existants permettrait d'abord d'encadrer cette catégorie professionnelle-là et permettrait aussi à l'administration, au gouvernement d'avoir un interlocuteur avec qui échanger lorsqu'on parle de management des projets. Parmi les défis à relever et autres mécanismes à harmoniser par l'Ordre national des experts en management des projets figurent les procédures de passation des marchés, les indemnisations, les études de faisabilité, les financements ou encore la sous-traitance locale. Retour sur le sommet Dakar 2 axé sur la souveraineté alimentaire et la résilience qui s'est clôturé le 27 janvier au Sénégal. Point phare de ce rendez-vous, un investissement de 30 milliards de dollars sera déboursé par les partenaires au développement. Parmi les investisseurs, la Banque africaine de développement qui compte décaisser sur 5 ans 10 milliards de dollars pour stimuler la production agricole de l'Afrique. Philomène Tine. Le continent africain détient la clé pour nourrir 9 milliards de personnes d'ici à 2050, indique la Banque africaine de développement, vu son énorme potentiel en matière d'agriculture, notamment avec 65% des terres arables non exploitées de la planète. Conscients de cet enjeu, les acteurs africains ne cessent de multiplier les initiatives afin d'améliorer la souveraineté alimentaire des pays du continent. C'est ainsi qu'un financement de 30 milliards de dollars visant à développer l'agriculture sur les 5 prochaines années a été annoncé par la BAD en marge du sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire tenu au Sénégal du 25 au 27 janvier 2023. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui dispose d'énormes ressources naturelles pour pouvoir avoir un secteur agricole performant, capable de nourrir sa population et même le monde. Malheureusement, ces ressources naturelles sont inexploitées. Et aujourd'hui, avec les différentes crises que le monde a connues, on se retrouve à être un continent qui est en proie à l'insécurité alimentaire. Alors, pour que l'Afrique puisse atteindre ses objectifs en matière d'agriculture, afin de pouvoir nourrir ses populations, il faille d'abord une volonté politique. La volonté politique doit pouvoir se traduire d'abord par le respect des accords de Malabo, qui prévoyait que dans chaque pays, on puisse investir ne serait-ce que 10% du budget annuel dans le secteur agricole. Selon la Banque mondiale, il faudrait investir 80 milliards de dollars par an pour satisfaire la demande alimentaire de l'Afrique. Le président du groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, demande aux décideurs d'œuvrer à transformer la volonté politique en action décisive afin de relever les défis du secteur agricole africain. Aujourd'hui, les principaux défis du secteur agricole sont notamment la recherche. Également, nous avons le secteur de la mécanisation. Aujourd'hui, l'agriculture en Afrique est mécanisée à moins de 10%. On a également le secteur du financement. Il faut pouvoir mettre en place de véritables programmes financiers. En dehors de ça, il faut avoir l'amélioration de l'environnement des affaires. Par ailleurs, le secteur agricole africain est confronté à des besoins d'infrastructures, de routes, d'énergie, de stockage, d'irrigation, de marché, d'industrie alimentaire, de financement. À l'image des secteurs agricoles des autres continents, l'agriculture africaine doit tirer parti des technologies et de l'essor du numérique qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Nous partons à présent au Tchad à la rencontre de l'écrivain Ali Adam. Il a récemment dévoilé son ouvrage intitulé La Vision X où il appelle le lecteur à une certaine prise de conscience pour favoriser le développement du continent. Pour y parvenir, l'auteur met notamment l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Dans son ouvrage intitulé La Vision X, l'écrivain tchadien Ali Adam fait le diagnostic de l'intégration sociale et économique des pays africains en commençant par la sous-région d'Afrique centrale. Selon l'auteur, en dépit de tous les défis que rencontre le continent, l'Afrique est l'avenir du monde en termes de croissance économique et humaine. Il estime que pour atteindre cet objectif, les pays africains doivent davantage miser sur le développement du capital humain, l'industrialisation et les nouvelles technologies reprises et les nouvelles technologies qui sont les secteurs porteurs. La vision X est une vision d'éveil, de réveil et de conscience. Cette vision n'est pas seulement ma vision,
mais la vision de toute une génération consciente, une génération qui cherche à accomplir sa mission. Cette vision, c'est la vision de tout un continent fatigué de s'agenouiller, un continent décidé à s'imposer. Par ailleurs, l'écrivain Ali Adam appelle les jeunes à s'inscrire davantage et à mettre leurs compétences au service de la société et du développement économique à tous les niveaux. Pour lui, être jeune, c'est forcément impacter positivement son environnement et contribuer à l'épanouissement de sa communauté et de son pays. Une bonne éducation, c'est cette éducation qui nous permet de résoudre nous-mêmes nos problèmes, qui nous permet de gérer nous-mêmes nos pays. Donc, pour le moment, quand on le voit, on a beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas résoudre nous-mêmes ou bien qu'on ne résout pas. Donc, ce qui montre la défaillance de l'éducation. Donc, nous avons beaucoup à faire là-dessus. Dans cet ouvrage de 128 pages, l'auteur appelle aussi à l'action positive et à l'entrepreneuriat pour changer la face de l'Afrique. Il estime que la haine et la division sont à bannir dans le processus de changement positif car elles engendrent des cycles de violence qui ralentissent le développement sur le continent. L'actualité sportive à présent avec un point sur les qualifiés pour les demi-finales du CHAN qui se jouent actuellement en Algérie. Focus sur le pays hôte et le Sénégal qui sont parvenus à décrocher leur ticket en s'imposant face à la Côte d'Ivoire et la Mauritanie respectivement sur un score de 1-0. Le coup d'envoi de ces demi-finales sera donné le 31 janvier avec en ouverture de balle le face-à-face Algérie-Niger. Joël Ballot. Les premiers demi-finalistes du championnat d'Afrique des Nations 2023 sont connus. L'Algérie, pays hôte, l'emporte 1-0 face à la Côte d'Ivoire. Après l'expulsion du gardien algérien Alexis Guendouzi à la 20e minute et de l'Ivoirien Atoula Yao à la 34e minute, les Fennecs qui se dirigeaient vers les prolongations ont bénéficié dans les dernières minutes d'un pénalty transformé par Aymen Mayous. Vous avez rempli votre mission, pas comme on le souhaitait. C'est clair qu'on a de la déception. C'est clair qu'on est triste, mais je considère que vous avez rempli votre mission et que vous pouvez rentrer à la maison fier d'avoir fait de votre mieux. Le Sénégal, après 12 ans d'absence, accède au dernier carré du CHAN par une victoire d'1-0 grâce au pénalty transformé par Lamine Camara à la 34e minute. Le joueur de 19 ans a mis le ballon hors de portée du gardien mauritanien Namouri Diao qui encaissait ainsi son premier but au cours de cette 7e édition. Depuis qu'on est là, on montre des belles choses. Aujourd'hui, c'est sûr que, comme on dit, je préfère marquer ces pénaltys que de marquer les deux autres. Aujourd'hui, c'est ce pénalty qui nous qualifie. J'avais confiance à ces gamins et j'ai remis le même tireur qui devait tirer les deux matchs qu'on a loupé les pénaltys. Bon, il en a loupé un, mais je fais confiance. Je sais que c'est ce qu'ils ont dans le ventre. Ils ont envie de rendre fiers et de relever notre championnat local, que je disais hier, qui était un peu sous-coté. Dans le dernier carré de cette compétition continentale, le Sénégal affrontera le vainqueur du 3e quart de finale entre le Madagascar et le Mozambique. L'Algérie connaîtra son adversaire à l'issue de la rencontre Niger-Ghana. Les demi-finales des deux équipes sont prévues le 31 janvier 2023. Et outre l'Algérie, le Sénégal et le Niger, Madagascar fera aussi partie de la suite de la compétition. La Grande Île s'est qualifiée en dominant le Mozambique sur un score de 3-1. Les Baréas, rappelons-le, participent pour la première fois au CHAN. Ils feront face aux Lions de la Teranga le 31 janvier prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.